Hello, bienvenue sur French Aubergine, c'est l'heure d'un nouveau point lecture. Alors avant de commencer, tout d'abord, si vous me suivez sur Instagram, vous avez dû voir que je suis passée de une vidéo par semaine à une vidéo toutes les 2 semaines. Tout simplement parce que en fait déjà c'est l'automne et l'automne c'est la saison où personnellement j'ai le plus de travail et aussi celle où je commence à être un petit peu fatiguée. Et du coup mon rythme de lecture s'en ressent déjà de une, et de deux, j'ai besoin d'un week-end sur deux pour glander et me ressourcer. Et donc du coup c'était plus simple pour moi de passer à une vidéo toutes les 2 semaines, et ça reste quand même un rythme encore tout à fait correct. Donc j'espère que ça vous ira, et de toute façon je vais faire comme ça. Donc voilà. Alors pour ce point lecture, j'ai 3 romans, un essai et un manga à vous présenter. Je les ai tous lus dans le cadre du Pumpkin Autumn Challenge, et d'ailleurs je m'étais fixé un objectif de 6 livres pour le 30 novembre et je l'ai déjà dépassé, donc je suis bien contente. On verra jusqu'où j'irai. Après je me mets vraiment zéro pression, donc j'y vais vraiment à la cool. Et ben c'est parti. Alors tout d'abord, la dernière fois je vous parlais de ma lecture en cours qui était Captive de Margaret Atwood et que j'ai fini entre temps. Et donc maintenant que je l'ai fini, je peux vous le dire, c'est un gros coup de cœur. Il était vraiment génial ce roman, je le conseille vraiment, parce que c'est vrai que il est un petit peu caché par l'ombre de La Servante écarlate. Ça n'a absolument rien à voir avec La Servante écarlate à part quelques thématiques féministes, et du coup vraiment il faut pas passer à côté parce qu'il est vraiment très bien. Et à défaut, regardez la série sur Netflix parce que vraiment c'est une adaptation très fidèle. Et donc que dire de ce roman, je vais pas vous refaire le résumé, vous pouvez voir ma vidéo précédente pour ça. Et je pensais la mettre dans le petit i, on va voir. Donc voilà, juste j'étais déjà sur de très bonnes impressions quand j'en étais à la moitié, et la deuxième moitié ne m'a absolument pas déçue. J'ai même versé ma petite larmichette à la fin, c'est pour dire vraiment c'était vraiment très prenant, très émouvant, et ça met finalement une note finale sur la sororité à laquelle je ne m'attendais pas du tout. Je ne sais toujours pas à la fin du roman si Grace Marks a vraiment commis le crime pour lequel elle est accusée, mais finalement je sais pas si c'est ça qu'il faut retenir de cette histoire, voire en fait pas du tout. Je pense que vraiment le maître mot, enfin le message de ce livre, c'est de suivre le parcours d'une jeune fille immigrée d'Irlande vers le Canada au tout début du XXe siècle, et tous les affres de la vie qu'elle va rencontrer et qui étaient parfaitement communs à cette époque. Vraiment, je l'ai plus lu comme un roman historique qu'autre chose, et c'était vraiment très bien. Je vais arrêter de me répéter, mais lisez-le, c'est un petit pavé mais il vaut vraiment le coup. Après ça, j'ai eu besoin de légèreté, donc j'ai enchaîné sur Georgie. Alors, je vais essayer de voir si j'arrive à faire un focus correct. Oui. La catastrophe cette vidéo encore. Bref, donc j'ai enchaîné sur les 4 tomes de Georgie de Yumiko Igarashi, et vraiment c'était un autre monde. Alors ça se passe à peu près à la même période aussi, mais en Australie. Et tout d'abord, moi j'avais jamais lu le manga, j'avais regardé que la série quand j'étais petite, et il est vrai que la série passait beaucoup de temps sur l'enfance de Georgie avec ses frères et son chien. Grosse déception, le chien n'est pas dans le manga, et moi quand on m'enlève les chiens je suis dégueu. Mais ça reste tout à fait agréable à lire, c'est extrêmement cucu et plein de clichés. Mais voilà, donc je vous refais rapidement le petit résumé. On est dans une famille d'agriculteurs en Australie, et un soir le père trouve une femme qui s'est pris un arbre sur la tête dans la forêt en plein orage, et dans son dernier souffle elle lui demande de prendre soin de son bébé et de lui garder son petit bracelet, de prendre soin d'elle, tout ça. Donc la famille l'adopte, malheureusement le père meurt et la mère déteste la petite fille dès le premier jour. Et bon, elle grandit tant bien que mal, et arrive le grand malheur, c'est que quand elle devient adolescente, les deux frères, sachant qu'elle n'est pas leur vraie sœur, et bien forcément ils tombent tous les deux amoureux d'elle, et on a un triangle amoureux, enfin même un rectangle amoureux, puisqu'il y a encore un troisième protagoniste qui arrive dans l'histoire, qui est un jeune lord duquel Georgie va s'éprendre, et donc on va suivre ces affres amoureux entre ses frères et ce jeune lord, et découvrir ses origines en Angleterre grâce à son petit bracelet. Enfin,
Vraiment très cucu, très léger, mais voilà, ça date des années 70-80 je crois ce manga, voire 70 même, et ça reste toujours très agréable à lire, les dessins restent vraiment très beaux, et puis évidemment je ressouligne encore une fois le travail d'édition pour cette version de luxe de Black Box qui est vraiment magnifique. Du coup je suis très contente de les avoir dans ma bibliothèque, et voilà, donc pour les nostalgiques de la série animée, bah, ça permet d'aller un petit peu plus en profondeur dans le manga, et bon, on passe toute la phase enfance qui est faite littéralement 2 pages dans le manga pour se concentrer sur l'adolescence de Georgie. Après Georgie, j'ai eu besoin de quelque chose d'un petit peu plus dark, un peu plus sérieux, et j'ai enchaîné avec Les Chaînes du Silence de Céline Chevet. Donc dans ce livre, on va parler de vampires notamment, mais à la Céline Chevet, c'est-à-dire qu'elle a créé un monde dans lequel les vampires sont des espèces d'ombres, des créatures très éthérées qui ne parlent pas, qui communiquent entre elles uniquement par télépathie, et qui sont liées à un autre monde dans lequel elles vont quand elles dorment. Voilà pour vous situer un petit peu comment est revisité le mythe du vampire par Céline Chevet très rapidement. Et on va suivre un humain qui va se lier d'amitié avec une femme vampire et son bébé, dans des circonstances particulières que je vais essayer de ne pas dévoiler pour garder la surprise, et il va se retrouver à vivre dans une communauté de vampires dans laquelle il est évidemment considéré comme une espèce de sous-animal. Mais son amitié avec le jeune enfant qui va grandir très vite et qu'il va nommer, alors que les vampires n'ont pas de nom, il va le nommer Kael. Donc cette amitié va changer les perspectives que les uns et les autres ont sur les humains, les vampires et vice versa. Et parallèlement à ça, on a une double temporalité. On a un autre vampire qui est à la recherche de Kael des années après, parce que lui aussi il est différent des autres, il n'a pas cette connexion au monde, à l'autre monde, et par Kael il espère pouvoir la retrouver. Et donc on suit parallèlement ces deux histoires, l'histoire du vampire qui essaye de retrouver Kael et le journal de Nathanaël qu'il lit parce qu'il l'a retrouvé entre temps, et on découvre donc les deux chemins de ce roman. Alors il y a plein de choses que j'ai envie de dire. Alors l'histoire se suit très agréablement, j'ai beaucoup aimé le monde créé par l'auteur. Par contre il y a des choses que j'ai trouvées très maladroites, parfois un petit peu simplistes. Et je ne sais pas du coup si c'est un roman jeunesse ou pas. Parce que c'est quand même dans la catégorie horreur des éditions du Chat Noir, mais j'ai trouvé que c'était vraiment... Je m'attendais pas à quelque chose d'aussi light en fait. C'est pas hyper fouillé en fait. Et je voulais en savoir plus sur le monde qu'elle a créé parce qu'il me paraissait passionnant, et je suis un peu restée sur ma faim à ce niveau-là. Par contre, elle a une plume vraiment très poétique, ses descriptions des bêtes notamment, qui sont mi-animales, mi-végétales, je les ai trouvées absolument magnifiques, très oniriques. Et bon, du coup je suis restée un peu sur ma faim parce que j'en attendais peut-être un peu plus, peut-être trop en fait, de ce roman qu'on m'avait aussi vivement conseillé. Et du coup c'était une lecture agréable, mais je vais pas en garder un souvenir impérissable. Voilà. Ensuite, évidemment, j'ai suivi le formidable Effet Streisand dont a bénéficié cet essai féministe qui s'appelle Moi, les hommes, je les déteste. Et une de mes amies qui vit à Montréal, à qui je fais de gros bisous, Puta, avait fait une petite story pour dire qu'il fallait absolument le lire. Et j'ai réussi à choper encore une version de chez Monstrographe, puisque le roman a été très vite épuisé et il est maintenant disponible aux éditions du Seuil. Alors, si vous n'avez pas suivi l'histoire, lorsque ce roman est sorti, nous avons un secrétaire d'État qui travaille justement au ministère de l'égalité entre les hommes et les femmes, qui a trouvé ce titre tellement scandaleux qu'il a carrément dit qu'il fallait le faire interdire, sans avoir bien sûr lu une seule page du roman. Et ce qui s'est passé, c'est que cette velléité de censure, bien évidemment, a créé l'effet contraire, et tout le monde s'est rué sur le livre, et du coup c'était un super succès pour l'autrice, et je trouve ça finalement assez génial. Alors donc, est-ce que nous avons là un traité de misandrie basique? Eh bien pas du tout, c'est un tout petit essai, hein, ça se lit vraiment en 1 heure. L'autrice va nous expliquer en quoi en fait le groupe social des hommes est détestable. Donc on ne parle pas des hommes en tant qu'individus, mais des hommes en tant que groupe social. Et donc voilà, elle explique son cheminement à elle en fait, et comment elle est devenue féministe, et comment elle en est arrivée à cette détestation que je trouve pour ma part parfaitement compréhensible, bien que vivant moi-même avec un homme. Mais un homme génial, du coup ça change beaucoup les choses. Et il y a quelques petits
quelques petits passages qui sont particulièrement savoureux, notamment quand elle nous dit que nous, évidemment, les femmes, on a tendance à ne pas avoir confiance en nous et à nous diminuer. Et elle nous cite une citation d'une américaine, me semble-t-il, que je trouve tout à fait à propos. Si vous avez des problèmes de confiance en vous et de syndrome de l'imposteur, essayez d'avoir la confiance en vous d'un homme moyen médiocre. Ça particulièrement savoureux et très à propos, puisque en général dans le groupe social des hommes, même un homme médiocre va avoir beaucoup plus confiance en soi qu'une femme, du fait bien sûr de l'éducation, etc. Enfin, voilà. Par contre, je m'attendais à un brûlot, je m'attendais à quelque chose de très violent et très radical au vu des velléités de censure autour de l'ouvrage, et en fait pas du tout. C'est en fait plutôt quelque chose de très positif et que même je trouve les hommes devraient lire pour comprendre certains mécanismes qui font qu'en groupe ils peuvent devenir des individus tout à fait détestables alors qu'ils pourraient être 1000 fois mieux et plus en accord avec nous et plus en phase avec nous les femmes. Voilà. Et bien sûr on parle d'hommes cisgenres ici, hein. Voilà. Donc voilà, c'est plutôt sympathique, très agréable à lire. Après j'avoue que du coup j'en attendais un truc de fou et puis en fait, c'était juste sympathique. C'est pas un de mes livres féministes, un de mes essais féministes préférés du coup, mais ça se laisse lire, c'est agréable. Et je pense que quand on commence à s'ouvrir un petit peu aux théories féministes et ben c'est un bon ouvrage pour commencer en fait à se déconstruire. Voilà. Et pour finir, en fait, je vais vous parler de ma lecture en cours, donc elle n'est pas extrêmement entamée, comme vous pouvez voir, j'ai dû lire 130 pages. C'est le tome 5 de Millennium par David Lagercrantz, voilà. Je sais plus si j'en avais déjà parlé, si, j'ai dû en parler dans ma palle du Pumpkin Autumn Challenge. J'ai adoré la première trilogie, comme beaucoup de monde, et pourtant je ne lis jamais de polar, hein. C'est vraiment un genre que j'apprécie pas du tout, enfin, voilà. Mais tout repose pour moi sur Lisbeth Salander, qui est mon personnage de fiction préféré du monde, je crois. Et donc, quand le tome 4 est sorti après la mort de Stieg Larsson, je m'étais dit, bon, c'est une opération commerciale, ils veulent absolument surfer sur la vague, continuer à vendre des livres, et je suis passée à côté du tome 4. J'ai fini par me le prendre en poche, parce que j'étais quand même curieuse, et je suis vraiment très très contente de la suite, parce que le tome 4, je trouve évidemment le style d'écriture n'est pas le même s'il reste quand même très très proche de Stieg Larsson, et il a réussi à continuer le scénario de façon tout à fait cohérente et logique, et vraiment l'enquête du volume 4, je l'ai trouvé très dans la continuité des 3 premiers tomes, et vraiment super intéressante. Enfin, je l'ai mangé les 500 ou 600 pages hyper vite, donc voilà, vraiment très très bien. J'ai quand même eu la patience d'attendre que le top 5 sorte en poche, je l'ai laissé traîner un certain temps aussi, et là je viens de le commencer, et pour l'instant je trouve que c'est à nouveau très très prenant. J'ai hâte de voir où ça va mener, de nouveaux personnages vraiment fascinants sont introduits, et vraiment Lisbeth Forever, je ne peux pas vous dire ce qui se passe au début parce que c'est dans la continuité du tome 4, mais vraiment, si comme moi vous êtes fan de Lisbeth, je pense que vous ne serez pas déçus. Maintenant à voir quand même, hein, je n'ai lu que pour l'instant 100 pages, donc on va voir ce que la suite nous réserve, mais honnêtement j'ai super hâte. Voilà, c'est fini pour ce point lecture numéro 4, et j'espère que ça vous a plu, et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker ou à partager cette vidéo, des choses que je dis jamais, il faut vraiment que je me mette ça dans la tête. Et si vous avez lu aussi ces livres, ou si vous intéressent, ou si vous avez envie de discuter, n'oubliez pas de mettre des petits commentaires, j'adore vous lire. Et pour ma part, je vais vous retrouver du coup dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo qui sera très certainement un book haul, parce que j'ai acheté pas mal de nouvelles choses. Cette fois-ci c'est moi qui ai vraiment un peu craqué mon slip, mais c'est beaucoup d'occasion, donc voilà, ça me donne bonne conscience. Et voilà, jusqu'au 30 novembre je vais continuer mes lectures dans le cadre du Pumpkin Autumn Challenge, et ensuite j'embraye sur un petit club de lecture qu'on a formé avec des copines de très longue date, et je pense qu'il y aura des lectures très intéressantes là-dedans, un livre par mois, donc j'ai hâte de vous en reparler quand j'aurai officiellement rejoint le club après le Pumpkin Autumn Challenge. Et voilà, moi je vais arrêter de vous raconter ma vie, et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Des bisous.